Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Allez, c'est parti pour un kit de survie que là je prépare pour les municipales qui arrivent les 15 et 22 mars. Important, retenez ces dates. Mais tout ce qui sera dit vaudra aussi pour toute autre élection française. Alors déjà, pourquoi faire un épisode spécial pour ces élections ? Pour deux raisons. D'abord parce que les élections municipales sont très souvent sous-estimées en termes d'impact. Et ensuite parce que les périodes électorales sont très propices à la manipulation. Donc je vais vous partager ici des outils pour essayer de vous y retrouver. Donc sur les municipales, on se mobilise surtout pour les élections présidentielles en France, beaucoup moins pour les autres élections. Par exemple, dans une enquête récente qui a été menée en décembre 2025 sur l'engagement des étudiants de l'université d'Aix-Marseille, 56% disent s'intéresser beaucoup aux élections présidentielles, mais que 17% aux élections municipales, alors qu'elles arrivent bien avant les présidentielles, qui sont, soit dit en passant, en 2027. Important aussi à retenir. La construction de nouveaux logements, les bibliothèques et les parcs de votre ville, les cantines de vos enfants en primaire, les événements comme le feu d'artifice du 14 juillet. Votre maire gère tout ça et plein d'autres choses encore. Donc les enjeux sont concrets pour votre vie quotidienne. Bon, les élections ne sont bien sûr pas la seule chose qui aura un impact sur nos vies, heureusement. On peut s'engager de plein d'autres manières dans la société à part la politique. Moi j'espère par exemple avec ce podcast apporter à mon petit niveau quelque chose à la société. Mais la politique, c'est quand même ce qui régit au final les règles du jeu dans le pays. Ça pose le cadre à l'intérieur duquel on peut faire ou non des choses. Par exemple, si une loi était votée pour interdire de parler d'esprit critique, je ne pourrais plus faire ce podcast sans recevoir une amende ou autre pénalité. Bon, heureusement, on n'en est pas encore là, mais vous voyez l'idée. Si on revient au municipal, votre maire aura quand même largement la possibilité de changer l'ambiance là où vous vivez. Bon, vous l'aurez compris, je vous encourage fortement à voter. Mais maintenant, le mieux, ce serait quand même de voter avec votre propre avis. Et la période électorale est pleine de tentatives d'influence pour impacter votre vote, que ce soit de l'étranger ou de l'intérieur même du pays. Donc, je vais parler d'abord d'ingérence étrangère. Autrement dit, des acteurs d'autres pays qui essayent d'influencer ce qui se passe en France, avec en général une volonté de déstabilisation. Bon, si encore ils voulaient nous aider, ce serait sympa, mais en général c'est pas trop le cas. Donc ça fait quelques années déjà que les élections des pays occidentaux sont très ciblées par ces tentatives d'ingérence qui passent beaucoup par les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte, tellement de millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est quand même une opportunité incroyable pour arriver à influencer directement les populations. Juste en 2024, il y a eu 25 actions de ce type qui ont été recensées au moment des élections européennes et législatives en France. Et c'était surtout de la part d'acteurs russes, chinois ou iraniens. Ça, c'est pour les ingérences numériques, et je vais surtout parler de ça parce que c'est celles qui vont le plus impacter ce que vous verrez directement sur les réseaux. Mais il y a plein d'autres manières d'influencer la politique ou l'opinion pour des acteurs étrangers. Le Qatar, par exemple, joue sur tous les tableaux, avec à la fois du soft power à travers son monopole dans le monde du foot et des tentatives de corruption directement de la politique qui sont encore en cours d'investigation au moment où je vous parle, comme le scandale du Qatargate qui a visé des députés européens. Ce type d'influence-là, il peut impacter des prises de position politiques ou médiatiques. Mais en plus, le Qatar aussi est très actif directement sur les réseaux avec le groupe de médias Al Jazeera, en particulier AJ+, qui reprend tous les codes des vidéos modernes et percutantes occidentales pour cibler les jeunes et rendre les narratifs qataris cool. Au vu de toutes ces nouvelles menaces numériques qui ont un impact très important sur l'opinion des populations, la France s'est dotée en 2021 d'un service de vigilance spécifique contre ces tentatives d'ingérence, Viginum, qui documente ces menaces informationnelles. Je vous mettrai en lien un récap qu'ils ont fait spécialement pour les municipales et je vais vous en partager ici quelques éléments sur les techniques d'ingérence principales que vous pouvez repérer en ligne. Une des pratiques les plus communes est de copier un compte ou un site officiel, que ce soit d'une institution gouvernementale, par exemple le site d'un ministère, ou d'un média reconnu,
pour créer des fausses informations virales sur Internet, en leur donnant de la crédibilité, juste par l'apparence. Par exemple, en juillet 2024, au moment des élections législatives en France, un site internet visiblement de la coalition du parti Renaissance avait été créé, dans lequel on promettait 100 € en échange d'un vote. Donc c'est quand même un peu surprenant. Et ce site en fait n'avait rien à voir avec le parti, il avait été fabriqué de toutes pièces par un groupe de propagande russe. Bon, souvent ces opérations elles sont détectées, mais après coup. Et il est déjà trop tard, puisque comme vous le savez sans doute, les fausses infos circulent extrêmement vite sur Internet. Ça fait partie des sujets qu'on traite pas mal dans ce podcast. Une autre technique super efficace et très peu coûteuse, c'est le recours à des bots ou à des trolls. Donc ça, c'est des faux comptes qui vont donner artificiellement de la visibilité à certains contenus et narratifs. Ils peuvent même simuler de grands mouvements citoyens pour donner l'impression qu'une idée est populaire. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Puisque comme vous le savez sans doute, les humains, étant des animaux sociaux, on a tendance à vouloir copier ce qui a du succès. C'est le principe même des tendances sur Internet par exemple. Je vous mets en lien un mini-reportage de la Fabrique du mensonge qui parle des fermatrolls russes. Et oui, ça s'appelle comme ça. Sauf qu'au lieu d'avoir des vaches en train de brouter tranquillement, on a des personnes qui passent leur journée à propager des fake news et à essayer de provoquer un max de polarisation dans certains pays comme le nôtre. Et vous l'avez peut-être remarqué, ça marche plutôt très bien malheureusement. La propagande est aussi diffusée à travers des publicités ciblées en ligne, qui vont venir toucher des populations spécifiques, et de plus en plus à travers des influenceurs, souvent de façon indirecte et totalement anodine. Vous pouvez avoir une influenceuse qui fait un tuto maquillage, et d'un coup, elle va partir sur un petit monologue politique l'air de rien, entre le rouge à lèvres et le mascara. L'utilisation d'influenceurs fonctionne très bien parce que par définition, si vous les suivez et vous les écoutez, c'est qu'en général vous les aimez bien et vous leur faites confiance. Vous baissez donc votre garde et hop, vous recevez de la propagande sans avoir rien demandé. Bon, c'est pas le cas de tous les influenceurs, bien sûr, heureusement, mais c'est aussi une technique qui existe. Quelque chose d'autre qui fonctionne aussi très bien, c'est l'utilisation d'images ou de vidéos chocs qui servent un narratif, mais qui sont en réalité complètement sorties de leur contexte, voire carrément fausses et générées par l'IA. Pareil, ces infos fausses ou très partiellement vraies circulent tellement vite et provoquent tellement d'émotions qu'il est très dur d'arrêter leur effet une fois que la machine est lancée sur les réseaux. Comme d'habitude, si vous écoutez ce podcast, ma recommandation concernant tout ça, c'est de prendre un petit moment de recul avant de réagir, avant de donner de la visibilité à des contenus chocs en ligne en commentant, en likant ou en partageant. Je vous remets en lien la fiche récap sur les réflexes face à l'info en ligne. Maintenant qu'on a vu ce qui peut venir de l'étranger, on va voir les manipulations courantes qui viennent des politiques pendant la campagne. Les phrases choc ou punchline qui attirent toute l'attention ailleurs que sur le fond. Les politiques, comme les médias, se calquent sur ce qui fonctionne sur les réseaux dans un contexte d'économie de l'attention. Le but, c'est d'attirer votre attention rapidement, coûte que coûte, et surtout plus vite que l'autre. Donc on va toujours plus loin dans la provoque. Un débat récent entre les 4 candidats au municipal à Marseille en est la parfaite illustration. Le cadre même du débat faisait que chacun n'avait que quelques secondes pour s'exprimer sur des sujets hyper complexes comme l'éducation et le vivre ensemble. Donc déjà, c'est un peu compliqué de parler du fond. Au final, au lieu d'en savoir plus sur les programmes des candidats et sur ce qu'ils comptent vraiment faire s'ils arrivent au pouvoir, on retient surtout des petites phrases chocs comme la devise pétainiste reprise par Martine Vassal et beaucoup d'agressivité. Pas vraiment idéal pour se faire une opinion. Pour ne pas vous laisser emporter par ce petit jeu, allez voir les programmes des candidats et des articles ou des interviews où on les interroge plus longuement. La posture victimaire, c'est pas moi, c'est l'autre. Toujours sur la même idée de concentrer l'attention à son avantage, les politiques accusés d'avoir fait quelque chose de mal vont très souvent directement accuser quelqu'un d'autre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Comme ça, hop, on noie le poisson et on évite de répondre sur le fond à l'accusation. Quand quelqu'un évite activement de répondre à une question, allumez une petite lanterne de vigilance. C'est que ce n'est peut-être pas dans son intérêt de dire la vérité. Le double discours ou l'ambiguïté stratégique. On adapte son discours en fonction du public et du moment. Un coup on condamne quelque chose, un coup on dit tout l'inverse. Et si on nous accuse d'avoir dit quelque chose, c'est super pratique, on a la preuve qu'on a dit le contraire. Cette méthode peut aussi utiliser un langage codé, compris que d'un certain public, et après, on prétend qu'on n'avait pas du tout connaissance de ce langage codé. Bref, on fait l'innocent tout en utilisant des symboliques et expressions parfois très douteuses. Comme disait Dalida, Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole.
Avec les mots, on peut faire croire beaucoup de choses. Regardez plutôt les actes qui parleront davantage que les mots. Les faits alternatifs ou la présentation des faits de façon orientée et hors contexte. Bon, celle-là, on la connaît déjà, c'est ce qui se passe partout, tout le temps, sur les réseaux, et les acteurs étrangers jouent aussi là-dessus. Les politiques ne s'en privent pas non plus. Ici, comme toujours, pensez à croiser les sources et à ne croire personne sur parole. Encore plus quand la personne en question a des enjeux électoraux derrière. Si son discours est en plus accompagné d'une bonne dose d'émotionnel, d'accusations et de drame, méfiez-vous encore plus. On cherche peut-être à vous empêcher de réfléchir en vous prenant par les sentiments. Et voilà pour ce petit kit de survie en période électorale. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous permettra d'y voir plus clair et de développer votre propre opinion dans tout ce vacarme. Et n'oubliez pas d'aller voter. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Kritik är bäst,